Alors, est-ce qu'on écrit pour soi ou pour les autres? Heu, Vaste question. Comme d'habitude, j'ai plein de petites idées. Je vais essayer de démêler tout ça et de voir un petit peu, tout ce que je peux en dire. Je sais même pas si j'arriverai à trancher la question. Mais par où commencer? Peut-être déjà par le plus évident. C'est évidemment possible d'écrire pour soi. Je pense que même c'est la 1re chose. Ce serait peut-être un peu la doxa. Ça serait de dire que, on écrit pour soi. L'écriture, et en particulier poétique, ça peut être à la fois un exutoire. Quand on a par exemple des mauvaises émotions, ça peut être une façon d'avancer dans la vie, de se poser pour un petit peu essayer d'explorer nos propres sentiments. Donc voilà, dans un désir d'introspection. Et le meilleur exemple de ça, c'est les écritures qu'on ne publie pas. C'est-à-dire que quand on écrit vraiment pour soi, c'est difficile de se dire qu'on n'écrit pas pour soi, qu'on peut écrire pour les autres. Mais c'est pas si simple que ça, on va pouvoir creuser. Mais du coup, pour l'instant, oui, de prime abord, on écrit pour soi, ça peut être un moyen, ça peut être un exutoire, donc voilà, pour travailler ses émotions. Mais ça peut être également un moyen de divertissement, pour, pour le plaisir en fait de l'écriture, de la création de manière générale, pour ce plaisir-là personnel d'avoir accompli quelque chose. Donc là, dans ce sens-là, on écrit pour soi, effectivement. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un peu plus compliqué? Parce que même lorsqu'on écrit, par exemple, quelque chose qui est uniquement pour nous, il y a toujours, peut-être, hein, il y a toujours on pourrait dire un peu le fantôme de l'altérité qui traîne dans le poème, dans l'écriture poétique, pour plusieurs raisons. Déjà, de un, on n'écrit pas à partir de rien. Donc quand on écrit aussi, on s'inspire de choses qu'on a lues, de choses qu'on a vues, donc on s'inspire des autres. Donc quand on écrit, quand je dis qu'il y a toujours le fantôme des autres, c'est que déjà il va y avoir le fantôme de nos lectures, de nos inspirations. Donc là, ça ne veut pas dire qu'on écrit pour les autres spécifiquement, mais ça veut dire qu'on n'écrit pas uniquement de soi, qu'on écrit aussi à partir de ce qu'on connaît. Et donc, là où ce deux il peut se transformer en pour, c'est que si on s'inspire de ces choses-là, c'est bien qu'on y considère une forme de légitimité. D'une façon ou d'une autre, ça nous plaît, ça nous inspire, même si c'est inconscient, hein. Mais du coup aussi, ça rend hommage à une certaine esthétique, une esthétique qui nous plaît, et donc on s'inscrit dans un cadre, dans un courant, même malgré nous. En fait, chaque chose qu'on crée pourrait être intéressante à étudier de ce point de vue-là. Bon, après, déjà là, je commence un peu à divaguer directement, mais c'est intéressant. Maintenant, écrire pour les autres. Est-ce que c'est possible d'écrire uniquement pour les autres? C'est-à-dire que, mettons, on nous dit, on me dit, faut que tu écrives un recueil sur tel sujet, quelque chose qui m'intéresse pas du tout, que je connais pas spécialement, j'en sais rien, sur la cordonnerie. Bon, je ne sais pas, hein. D'accord. C'est une commande, donc il faut que j'écrive pour quelqu'un. Voilà, c'est type mécénat, quoi. Là, on pourrait se dire qu'on est vraiment dans l'exemple type de écrire pour les autres, ou pour quelqu'un. Et pourtant, je pense que même dans ce travail-là, on a la patte, on a notre style, donc on va arriver à s'approprier, je pense, le travail d'écriture. C'est-à-dire que même, mettons, en exemple qui pourrait être encore plus large, donc là on s'éloigne un peu de la poésie, mais je sais pas, typiquement, ceux qui ont le métier, mince, comment ça s'appelle? Je crois qu'on a changé le nom, mais à l'époque on disait le métier de nègre, donc c'est-à-dire d'écrire pour, par exemple, pour des hommes politiques, d'écrire leurs autobiographies, ce genre de choses, mais qu'il n'y a vraiment pas ton nom qui est inscrit, c'est vraiment comme si
t'écrivais pour que carrément quelqu'un d'autre s'approprie ton travail. Donc, je sais pas, on pourrait dire, j'ai oublié le terme plus moderne, donc bon. Mais je pense que même dans ce travail-là, on écrit aussi pour soi. Alors déjà, on écrit pour soi parce que si c'est notre métier, on écrit pour avoir un salaire, etc. Donc c'est aussi pour soi qu'on le fait. C'est-à-dire qu'on ne nous force pas, quoi. Et ensuite, toujours la même chose, il y a malgré tout un style qui est personnel, même si on essaye de faire en sorte que le style soit pas le nôtre, on a toujours... c'est toujours un exercice, on est toujours présent dans le travail littéraire, même si effectivement on essaye de s'éloigner de son style, ça reste un exercice de style en fait, de s'éloigner de son style. Donc bon. D'accord, deuxième chose. Maintenant, est-ce que c'est vraiment possible d'écrire uniquement pour soi? J'ai parlé des inspirations, mais maintenant on va vraiment rentrer un peu plus dans le vif du sujet, peut-être les choses qui vont être plus intéressantes, plus centrales. C'est la place qu'a l'horizon de lecture lors de l'écriture. C'est-à-dire que, et là je vais rentrer dans des choses un peu plus personnelles, personnellement quand j'écris, il y a toujours cet horizon lecteur qui est présent, même s'il est spécifique. C'est-à-dire que quand je choisis d'écrire un vers plutôt qu'un autre, il y a toujours des raisons, et je pense que ces raisons-là, elles peuvent toujours être attribuées à un horizon de lecture. Donc, horizon de lecture, ça veut dire... du coup, ça serait un horizon d'horizon de lecture, parce que l'horizon de lecture, c'est l'attente qu'a le lecteur quand il lit. Mais du coup, nous, en tant qu'auteurs, on a cette attente de l'attente, c'est-à-dire comment est-ce que ça va être perçu. Mais c'est pas aussi précis que ça. Je pense que vraiment, ce terme d'horizon de lecteur, ça serait peut-être le plus correct, parce qu'on voit bien ce côté flou de flou. C'est-à-dire que rien n'est précis, mais c'est toujours présent. C'est toujours présent, et même je pense que, là pour le coup, je tranche, hein, je pense que vraiment c'est toujours présent. C'est-à-dire qu'on peut essayer de donner l'impression que non, on s'en fiche, mais c'est pas vrai. Sauf qu'en fait, il y a différents horizons d'horizon de lecteur. Est-ce qu'on veut... En fait, ça dépend pour qui on écrit, mais il y a toujours un pour quelqu'un. Quand on écrit pour soi, on peut considérer que on n'écrit pas pour soi auteur, on écrit pour soi lecteur, et que donc on a un horizon de lecture qui est un autre, qui peut être soi, c'est-à-dire que ça peut être moi plus tard, j'écris ce poème pour le relire plus tard, ou j'écris même un soi instantané. C'est j'écris pour... Et c'est peut-être ça le travail de l'exutoire, etc., c'est de passer d'acteur à spectateur, c'est-à-dire j'écris pour directement profiter de mon travail. C'est le cuisinier qui mange son plat juste après. Est-ce que... en vrai, encore une fois, c'est pas la première fois que je fais cette analogie avec la cuisine, mais ça marche très bien. Est-ce qu'on cuisine uniquement pour le plaisir de cuisiner, ou est-ce qu'on cuisine aussi pour le plaisir de manger? C'est toujours un peu des deux, c'est-à-dire que c'est la projection qu'on va avoir du plaisir de manger qui va nous donner le plaisir de cuisiner. C'est-à-dire que le plaisir de cuisiner, c'est pas juste de foutre des ingrédients n'importe comment et de faire une bouillie. Non, le plaisir de cuisiner, c'est de se dire aussi « Ah, mais ça va être bon ». Après, le « ça va être bon », c'est pour qui? Ça va être bon pour moi là tout de suite quand je vais goûter le plat et que je vais être content. Ça va être bon pour moi plus tard quand je vais avoir envie de manger ce plat, qu'il va me rester des restes au frigo et que je vais les manger, je vais me dire c'est bon, d'accord. Et ça peut être aussi pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc là, ça fait un peu penser à Je est un autre, voilà, de Rimbaud, même si c'est pas tout à fait ça qu'il voulait dire.
Ou alors c'est peut-être tout à fait ça qu'il voulait dire. Parce que alors, dans cette idée, effectivement, il y a une dissociation entre le travail d'écrivain et le travail de lecteur. Enfin, et le plaisir de lecteur. Et donc, c'est ça qui ferait qu'il y a une séparation, ou en tout cas une différence entre le moi normal et le je qui écrit, donc le je en action qui écrit, qui est donc partiel, parce que c'est pas l'intégralité du moi, c'est le je à cet instant-là, il est partiel et il est en action. Et cette action-là, elle est pas naturelle parce qu'elle est observée. En fait, dans l'écriture, il y a aussi cette chose de les écrits restent, les paroles parlent. Bon, je l'ai dit à l'envers, mais en fait, on a conscience que ce qu'on écrit, ça va rester. Même si ça n'a pas vocation à être lu, même si c'est écrit sur un carnet, on sait que ça va rester. Et donc, notre posture au moment de l'écriture, elle va être différente parce que on va se sentir observé d'une façon ou d'une autre. Et après, ça dépend comment est-ce qu'on réagit à notre façon d'être observé. Est-ce que le fait d'être observé, ça va nous donner envie d'être très précis, très juste, très méticuleux, ou est-ce qu'au contraire, ça va nous donner envie d'avoir beaucoup d'amplitude et d'être très provocateur, très désordonné. Ça peut être plein de choses, mais on agit toujours par rapport à ce regard. Donc ça, c'est, j'allais dire un biais, mais je crois qu'en science, ça existe, hein, ce fait que, par exemple, quand on fait une expérience, que ce soit sur des animaux ou même des expériences sociologiques, j'en sais rien, c'est très souvent que pour éviter au possible de biaiser les informations, on ne dit pas, par exemple, le sujet de l'étude, etc. Il y a toujours un aspect de dissimulation pour qu'on ne sache pas ce qu'on est en train de faire, parce que le fait d'être observé sur quelque chose, ça va modifier les comportements, que ce soit des comportements humains. Par exemple, si on sait qu'on a... souriez, vous êtes filmé. Si on sait qu'on est filmé quelque part, on va se comporter différemment. Et ben, je pense qu'il y a une chose qui est comme ça dans l'écriture et dans plein d'autres choses. En fait, c'est difficile de se dissocier soi des autres. C'est le côté probablement de conscience. Par exemple, le fait de s'habiller. On s'habille à la fois pour soi, parce qu'on apprécie. En même temps, on s'habille par les autres. Donc, comme je disais un peu au début de l'écriture, parce qu'on va se reconnaître dans un style, ou le fait de ne pas avoir de style, ça va être aussi une position. Donc, on est aussi on existe aussi par les autres, et en même temps pour les autres, parce qu'on ne peut pas dissocier notre regard qu'on porte sur nous du regard que les autres vont porter sur nous. Même si on peut prendre le contre-pied, par exemple, et essayer vraiment de s'habiller de manière provocatrice, choquante, etc. Mais il y aura toujours cette perception du regard. Donc, la vraie question, c'est où est-ce qu'on situe le pour, en fait? Est-ce que le pour, c'est-à-dire écrire pour soi, c'est la motivation? Est-ce que c'est le plaisir? Dans ce cas-ci, oui, on peut écrire que pour soi. Mais si on creuse un petit peu plus loin et qu'on essaye d'aller vraiment dans le profond, c'est impossible d'écrire uniquement pour soi, à l'instant T, selon moi. Je pense que doit y avoir plein de philosophes qui ont dû réfléchir à ce type de question, parce que c'est une question qui est très large, en fait. Parce que c'est une question qui est très sociale, en fait. C'est pareil pour notre façon de s'exprimer en public, c'est pareil pour tellement de choses. Maintenant, moi, personnellement, où est-ce que je me situerais? Je me ressens beaucoup, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, je me situe beaucoup dans le écrire pour soi lecteur. Donc, pour le plaisir de relire, et je me situe aussi beaucoup dans le plaisir d'écrire, donc vraiment divertissement, l'aventure de l'écriture, où là, on est vraiment peut-être le plus proche possible d'écrire pour soi. Mais en même temps, j'aime bien, moi, dans mes écrits, mettre des petits jeux, des petites choses que je vais cacher et qui sont vraiment très, très
plaisante pour moi, en me disant celui qui va trouver ça, ça va être un kiff pour lui. Et c'est un kiff pour moi de me dire ça. Donc là, on est dans horizon lecteur, c'est-à-dire que moi, je me projette en me disant que là, ce petit jeu de mots, ou même des choses qui sont vraiment imperceptibles, anagramme, acrostiche, des choses comme ça, celui qui un jour trouvera ça, en supposant que du coup, s'il trouve ça, c'est qu'il a un horizon de lecteur qui comprend qu'il y a quelque chose de caché, il va avoir beaucoup de plaisir. Et moi, ça me procure du plaisir d'avoir cette complicité dans la complexité, ce lien. Donc à ce niveau-là, j'écris aussi beaucoup pour les autres. Donc ça, c'est plutôt sur la forme. Maintenant, sur le fond, j'écris encore une fois beaucoup pour les deux. C'est-à-dire que sur le fond, moi, j'aime bien écrire des choses qui vont me toucher, qui vont m'émouvoir. Parfois des choses autobiographiques, mais pas toujours, pas souvent même. Mais en tout cas, des choses qui vont, moi, m'émouvoir, qui vont me toucher. Donc, plaisir lecteur instantané. Et en même temps, j'aime bien, c'est même pas que j'aime bien, c'est que je trouve que c'est un peu un devoir aussi du poète, de s'intéresser à toutes les choses qui existent, et donc à toutes les altérités, c'est-à-dire écrire sur la veuve et l'orphelin, écrire sur la gloire des anciens, enfin je ne sais pas. Écrire sur tout, pouvoir écrire sur tout. Donc si on écrit sur tout, c'est aussi qu'on va écrire sur les autres. Et donc aussi pour les autres. En fait, pourquoi je dis ça, quand j'avais un peu commencé d'écrire dans ma jeunesse, etc., ma jeunesse, une des premières choses que je me disais, c'est, bon, moi j'ai une vie qui est heureuse, et j'aimerais rendre hommage à toute la tristesse un peu du monde. Je m'en suis un peu détaché. Avant, j'étais pas trop dans l'écriture formelle, pas tant. C'était vraiment de l'écriture métrique, mais j'étais pas encore trop dans l'écriture formelle. C'était le cas, mais c'était pas trop conscientisé. Et donc, je pensais que c'était vraiment ça qui était mon moteur, c'était vraiment d'écrire sur le malheur du monde, etc. Parce que oui, on pourrait aussi parler, ça fait un peu penser à la politique au sens large, le rôle politique du poète, mais encore une fois au sens très large, c'est-à-dire, euh, par exemple, quand Jean-Pierre Simon il parle d'habiter le monde en poésie, c'est une proposition politique qui pourrait s'opposer, par exemple, au consumérisme. Donc, il y a une posture aussi du poète qui est, ça c'est vraiment le cliché, hein, le poète guide, que le peuple devrait écouter parce que, en fait, le poète philosophe slash prophète, en fait. Bon, j'en suis pas là, hein, mais par contre, c'est vrai qu'au début de mon écriture, il y avait des velléités, euh, presque d'hommage aux autres. Maintenant, est-ce qu'on écrit vraiment pour les autres parce que c'est des projections, tout ça. C'est-à-dire que quand on va parler, par exemple, voilà, je prends la veuve et l'orphelin, on parle du sentiment, voilà, on va parler de... j'écris un poème sur une veuve et le sentiment que c'est que de perdre son mari, etc. On est dans la projection. Donc, est-ce que j'écris réellement sur elle ou est-ce que j'écris sur moi qui me met à sa place? En fait, est-ce que c'est vraiment possible de dissocier les deux? Est-ce que aussi, il n'y aurait pas un moi général, celui de l'humanité, où il y aurait cette base qui rendrait légitime cette projection émotionnelle par l'empathie, etc. Est-ce qu'il y a une vraie légitimité à la projection? En gros, est-ce que si j'écris un poème sur la veuve, est-ce que j'arriverai légitimement, si je suis bon, évidemment, si je me rate, forcément que non, mais est-ce que c'est possible d'être juste? Si c'est impossible d'être juste,
On écrit toujours pour soi. Parce qu'on est dans la projection. Mais si c'est possible que ce soit juste, c'est en passant par soi qu'on accède aux autres. Donc on ne peut pas parler des autres sans parler de soi. Donc dans tous les cas, évidemment il y a le jeu qui est hyper présent dans l'écriture. Maintenant, est-ce qu'on pourrait retourner ça à l'inverse? Est-ce que c'est possible d'écrire sans les autres et d'écrire uniquement pour soi? Bah là, c'est vraiment toute la première partie de la vidéo où j'ai vu que, évidemment que non. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est impossible d'écrire pour les autres sans écrire pour soi. Et c'est impossible d'écrire pour soi sans écrire pour les autres. Donc, clairement, les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est une bonne conclusion. J'ai bien démêlé mes petites idées. Je pense que je suis allé assez en profondeur dans ce que je voulais dire. Je pense pas qu'il me reste trop de choses à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je serais très curieux de savoir ça. Et voilà, c'est une bonne conclusion. Impossible de dissocier les deux.